Alors bonsoir et donc bienvenue dans le radeau, dans le radeau poétique de Georges Semprin. Alors tout d'abord, je dois vous dire, c'est normal, hein, il est 8h moins 25. Il se trouve que depuis des années, je suis la dernière à passer à des heures tout à fait improbables du soir lors des différents colloques. Et c'est à mon avis la contrepartie de mon karma des concours qui était de me faire passer à 5h le matin. Donc suivons le cours de cette épopée. Voilà, rendez-vous pour la suite pour voir ce que ça donne. Alors, donc pour reprendre un petit peu la phrase énigmatique que j'ai confiée à Laurent, en fait, il s'agit d'un phénomène que j'ai remarqué et que je pense j'aimerais étudier beaucoup plus en profondeur. Donc je pense que là, c'est mûr pour devenir un article. Là, je l'ai résumé pour pouvoir faire un exposé qui corresponde au temps imparti, mais c'est une idée qui me tient à cœur véritablement. En fait, elle est issue d'un séminaire que j'ai fait l'an dernier dans une université du temps libre, université du temps libre, les anciennes universités du troisième âge, en version politiquement correcte. Donc, j'avais fait un séminaire sur l'écriture concentrationnaire et notamment sur celle de Semprin. Donc, j'ai relu vraiment cette œuvre à la loupe et je me suis dit, mais en fait, c'est tout à fait extraordinaire que le grand voyage se termine au moment où les portes du train s'ouvrent et où les détenus sont en train d'entrer dans le camp, et que l'écriture ou la vie se situe de l'autre rive, du côté de l'autre rive, c'est-à-dire que ça commence à l'ouverture du camp. Donc en fait, les deux œuvres délimitent un espace central dans lequel on ne peut pénétrer sans mourir. C'est ce qu'il raconte dans l'écriture ou la vie. Le choix de ne pas écrire pendant 16 ans pour ne pas mourir. Voilà. Donc les deux œuvres délimitent vraiment un espace central que j'ai appelé en fait la mer dangereuse. Donc en fait, on n'est pas loin du Styx qu'on vient d'évoquer de manière assez picturale. Donc il y a vraiment cette eau dans laquelle on ne peut tremper un doigt sans risquer d'être gelé, pétrifié, de mourir. Le fait d'écrire, vous le savez, puisque vous avez un petit peu lu Semprin dans cette salle, visiblement, vous le savez, l'idée est de parvenir au récit de l'inaccessible histoire, celle qui est douloureuse et mortifère. Se souvenir, c'est risquer de mourir. Alors, comment faire ? Alors, la première hypothèse que j'avais émise il y a quelques années de ça, dans mon premier ouvrage, c'était de considérer que, en fait, par ces œuvres-là, il traçait le contour. Donc, c'était une esthétique du contour. Si vous tracez un cercle, finalement, par l'extérieur, vous délimitez l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pensais que les deux œuvres se complétaient ainsi. Et en fait, en relisant l'écriture ou la vie plusieurs fois, je me suis dit, dans l'écriture ou la vie, il y a vraiment cette tentative d'immersion. Voilà. On est sur ces rives protectrices et d'un coup, on plonge dans le souvenir. Et vous allez le voir, je vais vous montrer de manière... c'est très visible dans la narration. Au revoir, madame. Ça, c'est les heures tardives et leurs conséquences. Voilà. Donc, il y a ces immersions dans le souvenir, cette eau glacée qui saisit l'écrivain, en fait, donc, qui attrape ce souvenir mortifère. Donc, en fait, il faut rester dans l'eau suffisamment longtemps pour revenir au souvenir, le ressentir, et en même temps, c'est le froid de la mort qui le saisit, donc il faut en ressortir tout aussi brutalement et se mettre sur un radeau. Et c'est pour ça que j'ai abordé l'idée du radeau littéraire. Lorsqu'on sort du souvenir que l'on vient d'appréhender, lorsque l'écrivain était pétrifié, en fait, quasi pétrifié par ce souvenir mortifère, il attrape la première bouée qui lui parvient, et cette bouée, ce radeau, c'est la littérature. Et je voudrais vraiment l'expliquer de manière au sens de la poétique de l'œuvre, puisque je vais vous prendre un passage très, très signifiant pour moi. Donc on est dans le chapitre 4 de l'écriture ou la vie, donc le chapitre qui s'appelle Le lieutenant Rosenfeld. Je ne l'apprends à personne ici, l'écriture ou la vie, c'est une véritable composition de jazz, voilà. Mais de jazz blues lié aux ténèbres d'une manière wagnérienne. Alors là, je suis en train de faire un panaché musical des plus improbables, donc je m'arrête. Mais dans ce chapitre-là, donc, le lieutenant Rosenfeld a amené Georges Semprin, donc juste après l'ouverture des camps, visiter Weimar, donc voir Weimar, et Georges Semprin est totalement étonné et saisi par le symbole qui est de cette ville de culture, celle de Goethe,
qui est à quelques kilomètres à peine du camp de concentration de Buchenwald. Alors après, je prendrai le symbole de l'arbre de Goethe, hein, au centre de Buchenwald. Mais là, je voudrais vraiment vous montrer cette idée de radeau. Et en fait, voilà, tout le chapitre est constitué par des... Enfin, à mon avis, hein, c'est un postulat poétique, mais je pense qu'il est avéré, je voudrais vraiment écrire dessus, donc je le teste avec vous, sur vous. Voilà, donc on part de l'après, donc là on est sur une rive à peu près sauve, et on essaie d'appréhender le souvenir profond, donc dans l'eau glacée. Et du coup, toute la poétique de ce chapitre et d'autres, hein, parce que toute l'œuvre est sur le même principe, en fait, c'est je plonge une main, je la ressors. Je plonge un peu plus loin jusqu'au coude, je ressors. Et toute l'esthétique du souvenir se fait sur cette approche. Voilà, ça pourrait faire avec les jambes, avec les différentes parties du corps. L'idée, c'est cette immersion, cette tentative d'immersion toujours repoussée. Pour vous dire, le chapitre 4, qui est comme exemple de tous ceux qu'on a dans l'œuvre, hein, puisque chaque chapitre répond, à mon avis, à cette esthétique. Donc le chapitre est composé de 36 pages, et sur ces 36 pages, il y en a 6 qui concernent le souvenir à proprement parler. 6 pages sur 36. Je calcule bien, j'ai fait le calcul avant de monter, je suis une littéraire pure et dure. Voilà, ça fait 1/6 du chapitre. L'écriture ou la vie, on la présente comme une œuvre concentrationnaire. D'accord ? 1/6 du chapitre. Voilà, j'espère vous faire mesurer par là que tout le reste est tentative d'immersion repoussée. Et donc, on essaie, voilà, on approche des années. Et puis on revient, à propos, on a parlé de Brecht, tiens, ça me rappelle en 1943, pouf, et on repasse sur l'autre rive, celle de l'avant, où j'étais chez Julia, je crois, qui me cachait un soir, qui me fit connaître la poésie de Brecht, etc. Hop, on est sur un radeau littéraire. Voilà. Donc, je vous montre ce phénomène, je vous donne les pages de mon édition, mais à partir du moment où c'est le chapitre 4 qui fait 30 pages, c'est pas très compliqué. Donc voilà, tout le début se passe sur les rives de l'Ilm, donc près de la Garden House de Goethe, et le lieutenant Rosenfeld, avec qui il a sympathisé, qui est très érudit, et Georges Semprin discutent littérature, etc., Goethe, etc. Et puis, il revient dans le passé, au moment de la libération du camp, quand il rencontre pour la première fois le lieutenant Rosenfeld. Et le lieutenant Rosenfeld lui dit vous êtes un Rotspanir, il l'identifie, et il lui dit, donc au cours de ce processus de tentative d'identification du personnage qu'il a en face de lui, il lui dit vous êtes étudiant, mais en quoi? Et là, Georges Semprin sourit. Donc là encore, on est remonté jusqu'à pratiquement au jour de l'ouverture du camp, mais toujours pas avant. Donc Georges Semprin sourit et il lui dit « J'étais étudiant en philosophie ». Le lieutenant Rosenfeld lui répond « Et ça vous fait sourire, la philosophie ?» Et Georges Semprin nous conduit dans l'espace du souvenir. Et là, vous allez voir qu'il n'explique pas, donc c'est un souvenir dans un souvenir, c'est-à-dire que... Donc je vous montre, alors je vais aller précisément pour vous montrer vraiment cette esthétique de la mer mortifère et du radeau. Donc voilà, je vous montre un petit peu. J'avais souri apparemment. Mais ce n'était pas la philosophie qui m'avait fait sourire. En tout cas, voilà, pas celle de mes études à la Sorbonne. Je n'ai pas dit Henri IV. Hein. Les cours de Le Seine ne pouvaient pas susciter le moindre sourire, même rétrospectivement, plutôt un bâillement discret. C'était le souvenir surgi au moment où je lui répondais qui m'avait fait sourire. On est page 112. Le souvenir effectif viendra page 116, donc 4 pages plus loin. Et il amène un premier souvenir, donc voilà, je vais vous montrer comment Semprin se jette à l'eau. Donc en fait, ce qu'il veut raconter, c'est que ce qui l'a fait sourire, en fait, c'est le souvenir du fait que, alors qu'il est au moment où il arrive dans le camp de concentration, donc il a froid, il est nu, il a été rasé, initié, il se retrouve devant le vieux communiste qui l'inscrit à l'entrée du camp de concentration. Et en fait, ce qui fait rire, c'est de se rappeler cette scène parce qu'il fait un jeu de mots il lui dit « Je suis étudiant en philosophie ». Alors, je ne parle pas allemand, mais je crois que c'est Philosophie-Student. Et l'autre lui répond, alors je l'ai noté pour parler allemand correctement, « Das ist doch kein Beruf ». Et l'autre Semprin reprend et dit « Kein Beruf, aber eine Berufung ». Donc, pas une profession, mais une vocation. Donc, voilà que Semprin fait un jeu de mots à son arrivée dans le camp, devant le déporté communiste qui est là pour l'inscrire. Donc, une blague un jeu de mots dans un
un non-lieu et au milieu de tout ce qui peut être terrifiant. Et c'est ce souvenir-là qui le fait sourire. Mais il n'y vient qu'au bout de 4 pages. Et au lieu de nous expliquer pourquoi il sourit, donc c'était le souvenir surgi au moment où je lui répondais qui m'avait fait sourire, au lieu de nous indiquer ce souvenir, il plonge dans le camp de concentration, je vous montre tout, donc l'enchaînement. C'était le souvenir surgi au moment où je lui répondais qui m'avait fait sourire. J'avais couru dans un long souterrain, pieds nus, sur le sol de ciment rugueux, entièrement nu d'ailleurs, nu de pied en cap, nu comme un ver, comme tous les autres déportés de mon convoi qui couraient avec moi. Avant, il y avait eu le vacarme, les chiens, les coups de crosse, le pas de course dans la boue sous la lumière crue des projecteurs, tout au long de l'avenue des Aigles. Soudain, nous avions marché lentement dans un silence glacial. C'était la nuit, fini les grands éclairages wagnériens. On ne distinguait pas bien où nous étions une fois franchi le portail monumental. Les SS et les chiens étaient restés de l'autre côté. On nous avait conduits jusqu'à un bâtiment de 2 étages. Ensuite, au rez-de-chaussée de cet édifice, etc. La initiation par la coiffure, etc. On en a pendant 2 pages. Donc, vous voyez comme il s'est jeté à l'eau. Il nous annonce un souvenir et au lieu de nous dire ce qui m'avait fait sourire, c'était que lorsque j'avais croisé l'Allemand qui m'avait inscrit, etc. Pas du tout. Pas du tout. Pour raconter, il faut qu'il se jette de ce radeau, celui de la conversation de l'après. Donc il se jette dans cette eau et au bout de 2 pages, finalement, qui rompent le cours narratif, il nous dit « Mais ce n'était pas ce souvenir-là qui m'avait fait sourire. On le comprendra aisément. C'était le mot philosophie, et l'idée que j'étais un étudiant en philosophie, ainsi que je venais de le déclarer au lieutenant Rosenfeld. Car on m'avait posé la même question, et j'avais fait la même réponse. » Et là, il reprend le souvenir et se rejette à l'eau. Il y avait eu des escaliers à monter, et on s'était retrouvés pour finir dans une salle bien éclairée, etc., etc., qui finit 2 pages plus loin. Il m'a demandé mes signes d'identité. À la fin, ma profession. Philosophie student, ai-je répondu. Étudiant en philosophie. Une sorte d'éclair a jailli de son regard morne, prodigieusement bleu, prodigieusement désabusé. Non, a-t-il dit péremptoire, ça n'est pas vraiment une profession. Das ist doch kein Beruf. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui faire une astuce de cagneux germaniste. Kein Beruf, aber ein Berufung. J'étais très contente de mon jeu de mots. Un sourire a brièvement éclairé le visage sévère de l'homme qui établissait ma fiche d'identité. Il appréciait mon jeu de mots, vraisemblablement. C'est-à-dire, il appréciait ma maîtrise de la langue allemande, etc., etc. Je vous montre juste cette illustration pour vous interpeller si vous avez l'occasion de relire l'écriture au Lavi. Une fois que j'ai vraiment capté cette manière de faire, elle est absolument récurrente. Il y a vraiment cette stratégie d'évitement, voilà, tout le long, cette tentative de plonger une main dans l'eau glacée, et puis au bout d'un moment, le souvenir se faisant trop pressant, une manière de se jeter à l'eau dans le souvenir et en quelque sorte de nous y immerger complètement violemment parce que nous aussi, nous suivons ce rythme de la conversation pour être transportés dans l'univers des camps le plus violent et le plus rude voilà, qui nous suffoque en fait. Et nous revenons sur des rivages plus sereins sur lesquels nous amène le radeau de la littérature. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai encore. Encore 2-3 minutes. Oh, j'ai largement le temps. Donc, voilà, bon, vous avez compris un petit peu ce principe. Je fais par exemple référence, vous le verrez, à l'évocation d'un passage douloureux, il se met à parler de Heidegger. Et Heidegger est un symbole parfait puisqu'il réunit la culture allemande et le flirt avec le nazisme, en tout cas le rapport ambigu qui fait l'objet de tant de débats encore à l'heure actuelle. Donc c'est un symbole pernicieux, ambigu, donc qui cristallise tout cela. Et vous voyez dans l'œuvre, dans l'écriture au Lavi, un passage comme ça de 3, 4, 5 pages sur Heidegger, comment il a découvert Heidegger, et puis comment Heidegger lui a semblé bizarrement, se poser des questions étranges sur cette question de pourquoi l'être plutôt que rien. Donc il explique ce qu'il en pense, etc. Donc on a une parenthèse au milieu de ces récits, comme je dis, suffocants, vraiment. On a ces parenthèses qui durent finalement 6 fois plus, si on en croit la proportion établie au début, 6 fois plus que le récit de l'expérience concentrationnaire elle-même. Donc je voulais vraiment faire part de cette esthétique-là. Alors évidemment, je voulais vous parler de plein d'autres choses, notamment, alors je vous les énonce simplement, je développe pas. Le symbole de l'arbre de Goethe, qui est comme ça, donc l'Ettersberg a été déforesté pour créer le camp. Or, Goethe faisait des promenades avec son secrétaire Eckermann, et il avait l'habitude de s'asseoir sous un arbre
et les Allemands ont rasé la forêt. Alors ça, c'est pas un symbole merveilleux du barbarisme et de la culture qui cohabitent. Ils ont rasé la forêt, sauf l'arbre de Goethe. Et du coup, au cœur de Buchenwald, il y avait l'arbre de Goethe, c'est-à-dire que le sommet de la culture allemande côtoyait la barbarie allemande la plus cruelle. Et je crois que l'arbre a été brûlé lors de la libération. Peu importe. Le deuxième symbole, c'était donc ce qui a donné par la suite la réflexion sur Heidegger. Mais le Sein und Zeit a été trouvé par Georges Semprin dans une librairie allemande ouverte par l'occupant. Et donc il y avait cette attraction-répulsion de vouloir entrer dans ce lieu de culture et en même temps répulsion puisque c'était un espace de culture ouvert par l'occupant. Donc tension encore, donc il y a toute cette série de symboles. Je pense qu'ils sont fascinantes. Alors, je ne sais pas où sont les étudiants, je crois qu'il y en a une rangée là, mais je pensais qu'ils seraient full. Alors, je voulais vous faire un grand exposé pour vous dire à quel point Semprin incarnait la culture vivante et que contrairement à ce qu'on a l'impression que les gens croient aujourd'hui, en considérant que la culture est un ornement, quelque chose qui fait joli une fois qu'on travaille dans le monde des affaires, on peut le voir que cette culture est incarnée et tout le jeu de tension qui s'ancre entre ce principe de l'absolu culturel, de cette permanence qui permet la survie puisque c'est un radeau, et ce côtoiement avec la barbarie que Semprin a vécu dans sa chair. Et je me tais.